les cœurs fertiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va devoir parler d'un petit sujet qui gratte. Un sujet qui nous a toutes laissées, je pense au moins une fois, avec ce petit goût amer de trahison au fond de la gorge. Comme je vous l'avais annoncé dans l'épisode précédent, je cherchais de l'inspiration pour vous parler des déceptions amoureuses modernes et l'univers avec un sens de l'humour toujours aussi tordu m'a livré un cas pratique directement sur le paillasson. On va parler de ce moment précis où la réalité vient dépasser la fiction. Vous connaissez cette sensation? Cette rencontre un petit peu qui semble trop parfaite, ce mec qui arrive avec le mot exact, le timing idéal et une impression vertigineuse que, pour une fois, c'est facile, c'est fluide, c'est beau, c'est brillant. Le prince charmant, littéralement. Et pourtant, quelques semaines, quelques jours, voire parfois même quelques heures plus tard, la métamorphose opère comme par magie. Le prince ne devient pas juste un homme normal avec ses défauts. Il devient gluant, fuyant et froid. Il se transforme en crapaud. Mais là, aujourd'hui, on va pas juste rager. On va essayer de comprendre. Pourquoi la séduction est devenue un terrain miné de mensonges? Pourquoi Jean-Kévin agit comme un commercial en fin de mois? Et surtout, je vais vous donner ma petite boîte à outils. C'est une liste d'activités en fait concrètes pour tester la fiabilité d'un homme sans passer non plus pour une psychopathe et savoir si on doit fuir ou qu'on peut lui donner une seconde chance. Restez bien jusqu'au bout, on débusque les crapauds. Commençons par le premier visage de l'arnaque, je le nommerai Jean-Kévin, qui était commercial. C'est un peu lui en fait qui m'a inspiré cet épisode. Dans la vraie vie, ce garçon en plus est vraiment commercial. Et ça s'invente pas, c'est une déformation professionnelle qui a déteint sur son cœur. Jean-Kévin, en fait, c'était même pas une partenaire qu'il cherchait. Il cherchait à closer un deal. Et sa technique? Très simple, l'effet caméléon. C'est-à-dire qu'il était effrayant de perfection. Il avait aucune aspérité, aucun désaccord. Je lui parlais de mon amour pour la rando. Oh, mais c'est ma passion! Je lui parlais de mon envie de sérieux. C'est dingue, moi je suis à un tournant de ma vie. Sur le moment, on se dit « Ah punaise, enfin un gars qui parle vraiment ma langue !» Mais en fait, c'était du marketing. Il vous scanne, il repère les mots-clés et il vous les ressort tout simplement sur un petit plateau d'argent. Et le pire, c'était son alibi. Franchement, cette phrase qui m'a sorti et qui doit devenir un peu l'alarme incendie absolue, c'était « Oh tu sais, moi je suis pas très habituée aux applications de rencontres, je fais jamais ça d'habitude. » Bien évidemment, Jean-Kévin, en disant ça, clairement, il essaye de nous faire croire qu'on est un petit peu ces personnes exceptionnelles. C'est une manipulation pour baisser notre garde. Si c'est trop fluide, trop rapide, trop miraculeux, en général, méfiance. La vie réelle, elle a des accros. Et le script d'un commercial, lui, il en a pas. Donc, on fait attention. Et si Jean-Kévin était le roi de la démarche, ça me rappelle une autre petite histoire. Celle de Jean-Victor, le roi du pestacle. Alors là, masterclass. Pour vous donner un petit peu le contexte, à ce moment-là, je venais de décrocher un nouveau job. C'était très grosse victoire pour moi. Et ce Jean-Victor, que je connaissais depuis quelques semaines, débarque chez moi pour fêter ça. Et attention, c'est pas juste le petit paquet de chips et la bière. Hein. Non, il est arrivé avec un joli bouquet de fleurs, une petite bouteille de champagne. Franchement, je me suis dit, là, je suis au max. Il fait péter le bouchon, patati patata, on célèbre ma réussite, c'est trop bien, tout ça. Et à ce moment-là, n'importe quelle femme normale se dit, mais waouh, il est investi, il est là, il a fait un effort, c'est un prince. Banger. Puis le lendemain, soit moins de 24 heures plus tard, la chute violente et brutale. Il m'appelle
Et là, j'ai bien compris à son ton qui avait changé, qu'il y avait un truc qui allait pas. C'était très froid, c'était très distant. Et il me dit, finalement j'ai bien réfléchi, je crois qu'on n'a rien à partager. Je dis ouais, c'est-à-dire hier on partageait quand même du champagne, mais soit. Et il me dit mais non, mais on n'aime pas les mêmes films. Je dis mais on n'est même pas au stade où on a partagé un film, enfin, on a dû en parler vite fait. Et je dis et donc mais on est où là en fait? On est au collège. Donc la solidité d'une relation adulte se base donc sur notre appréciation commune de Fast and Furious 12. Mais en fait là, le plus révélateur, c'est qu'il m'a dit ensuite, dans un élan de lucidité involontaire, non mais en fait, tout ce que j'ai fait hier, c'est pas moi. Et c'est super. En fait, quand il dit c'était pas moi, il a raison. Parce que Jean-Victor, il avait pas acheté des fleurs pour moi. Il avait pas acheté du champagne pour fêter ma réussite. Il a juste offert ça pour s'offrir à lui-même cette espèce de frisson de grand seigneur. Il a loué en fait tout simplement son petit costume de prince charmant pour la soirée, parce qu'il voulait se sentir brillant, généreux, romantique, patati patata. Et comme c'était de la location, le lendemain matin, il a dû rendre au magasin. Et il s'est retrouvé face à la réalité. Et oui, une relation, ça demande des efforts, de la constance, et pas juste des paillettes. Et ça, il savait pas faire. Alors, il a paniqué et il a donné l'excuse des films. Alors, comment on fait le tri? Comment on repère nos petits acteurs de studio avant qu'ils nous brisent notre petit cœur? Il y a des symptômes quand même cliniques et des red flags que la psychologie comportementale a identifiés et que mes Jean-Kévin et mes Jean-Victor ont illustré à la perfection. Le premier, on l'a vu dans le deuxième épisode de mon podcast, c'était le love bombing, soit un peu le bombardement amoureux. Ça, c'est un peu le style Jean-Victor, l'artillerie lourde, immédiate. Si un homme, dès les premiers jours, vous couvre de cadeaux, de compliments disproportionnés, du genre « t'es la femme de ma vie, patati patata », au bout de 2 jours, fuyez. Ça, c'est pas de l'amour, hein. Ça, c'est de la manipulation chimique. Il essaye en fait de nous shooter à la dopamine en créant une dépendance. Une vraie connexion, ça prend du temps. Et ça, je le dis aussi à moi-même. Ensuite, le deuxième, c'est le future faking, soit la fausse projection. Ça, c'est quand il va venir vous parler de partir à Rome cet été, de vous présenter à ses parents, de faire des bébés, nanana, alors qu'en fait, il connaît même pas votre nom de famille ou ne serait-ce que la couleur de vos yeux. Là, il essaye de vous vendre une bande-annonce d'un film qui ne sortira probablement jamais en salle. Et en fait, c'est en installant cette espèce de pseudo-intimité qui fait court-circuiter votre logique et c'est du vent. Le troisième, ça va être la fausse vulnérabilité. On se méfie du gars qui nous raconte ses traumatismes d'enfance dès le premier rendez-vous et surtout combiné avec la fameuse phrase « Mais ça, je raconte jamais ça d'habitude ». C'est probablement une technique pour créer une dette. Si lui s'ouvre, vous allez vous sentir obligé de vous ouvrir et crac, vous êtes attaché. C'était calculé. Et enfin, l'indice ultime, ça va être l'incohérence. C'est le fossé entre le lundi et le mardi. La sociologie est formelle. Quand les mots et les actes ne s'alignent pas, c'est toujours, au grand toujours, l'acte qui va dicter la vérité. Si ces mots disent « je t'adore » mais que son corps dit « je te fuis », croyez la fuite. Voilà. Et si ces mots disent « je veux du sérieux » mais qu'il disparaît dès qu'on parle de sentiments réels, toujours on croit à la disparition. Maintenant, je vous entends d'ici. Vous allez me dire mais Vic, si on te suit, on devient paranoïaque, on profite plus de rien. En gros, si un mec m'offre un café, on appelle la police? Alors non, surtout pas. Et ça va être là toute la subtilité. C'est là qu'il faut être intelligent. Le but, c'est pas de devenir aigri. On a le droit d'aimer les fleurs, on a le droit d'adorer le champagne, et on a le droit de s'enflammer pour un début d'histoire. L'enthousiasme, c'est la vie. La différence, et la seule différence que vous devez surveiller, c'est pas l'intensité du début. Ça va être la cohérence sur la durée. Acceptez le champagne, buvez-le, profitez-en,
mais gardez une petite partie de votre cerveau allumée, une petite sentinelle en fait qui va observer. Regardez si le lendemain de la première nuit, le prince est toujours là. Regardez si une fois que les paillettes sont retombées, il est capable d'avoir une conversation normale. Et regardez enfin si, quand vous n'êtes pas d'accord sur un film, s'il rigole ou qu'il s'en sert comme excuse pour rompre. Si votre Jean-Jean, il continue à être attentionné, qu'il continue d'être curieux de vous après la phase de conquête, après la première nuit, mais alors là, banger, c'est gagné. Mais s'il se transforme en fantôme bizarrement overbooké par le travail ou encore en critique de cinéma frustré dès que le réel pointe son nez, bah laissez-le retourner dans sa mare. Voilà. Votre intuition sait faire la différence entre une promesse en l'air et un engagement réel. Alors écoutez-la. Et en général, elle a très souvent raison. Maintenant qu'on a identifié les techniques de vente de nos Jean-Kévin et Jean-Victor, une question se pose. Comment on les démasque avant qu'on ait le petit cœur en miettes ? Parce que le problème, mes petits cœurs, c'est notre méthode de recrutement. On va être honnête, 90% de nos dates se passent dans un petit bar bien sympa ou un resto avec une terrasse ensoleillée, etc. C'est super agréable, c'est cosy et tout, mais ça reste quand même le pire endroit au monde pour connaître quelqu'un. Pourquoi ? Mais parce que, en fait, chacun est dans sa zone de confort absolue. C'est un peu comme une scène de théâtre. Il est assis, il a un verre à la main, il est détendu, aucun stress, et il peut dérouler son petit script en vous regardant dans les yeux et vous mentir avec un aplomb olympien. C'est facile d'être le prince charmant quand la seule difficulté de la soirée c'est de choisir entre pinot noir ou chardonnay. Si vous voulez savoir ce qu'un homme a vraiment dans le ventre, il faut le sortir de sa zone de confort. Et en fait, c'est là où on va venir créer de la charge cognitive. En gros, en psychologie, c'est très simple. Quand le cerveau est occupé à gérer une tâche complexe, un effort physique ou un imprévu, il n'a plus assez d'énergie pour maintenir le masque social. Et là, le vernis craque et le vrai caractère ressort. Alors, je vais vous proposer un petit protocole crash test. C'est une liste d'activités originales en extérieur ou en intérieur pour venir tester le moteur de votre crapaud avant de signer le contrat d'achat. J'ai sélectionné 2 masterclass, 2 activités qui sont des détecteurs de mensonges infaillibles. Pour l'extérieur, on va avoir ni plus ni moins que le canoë-kayak. C'est radical. Vous êtes 2 sur une embarcation instable, c'est mathématique, à un moment donné, vous allez finir par tourner en rond ou finir dans un buisson. Et c'est là qu'on va venir observer. Est-ce que notre crapaud, il s'énerve immédiatement, il arrête de ramer, il croise les bras, bouh, pas content, et surtout, est-ce qu'il nous blâme ? Tu rames trop mal, tu fais n'importe quoi. Est-ce qu'il cherche un coupable plutôt qu'une solution ? C'est l'homme qui, face à une fuite d'eau ou à un bébé qui pleure, se retournera probablement contre vous. Mais au contraire, s'il rigole, il dédramatise et qu'il nous sort le « Ok, bon, vas-y, on s'arrête, on synchronise, allez, gauche, droite, il cherche à faire une équipe. Il a compris que le but, c'était pas d'aller vite, mais d'arriver surtout entier. Ensuite, pour l'intérieur, on a le meuble en kit, le fameux test Ikea. Vous achetez ce que vous voulez, une commode, un meuble télé, bref, un truc avec une notice incompréhensible et 40 vis qui se ressemblent toutes. Ici, on va venir tester l'humilité. Le crapaud, lui, il va pas chercher en général à lire la notice parce que il sait faire, il force sur les vis jusqu'à casser le bois, et quand on lui dit doucement « Non mais la planche elle est à l'envers », il se braque et son ego est plus gros que son intelligence. Il va préférer échouer seul que réussir grâce à vous. Mais notre petit prince, lui, il va prendre le temps, et quand bien même il se trompe, il va avoir cette petite phrase qui va dire « Ah merde, bien vu, vas-y on recommence ». Il sait reconnaître ses erreurs sans se sentir émasculé. Et ça va être vraiment un indice d'une base de communication saine. Et si vous n'avez pas de rivière ou de meubles à monter sous la main, voici une petite liste rapide pour varier un petit peu les plaisirs et tester d'autres facettes. On va avoir la randonnée sans GPS. Ça c'est idéal si vous voulez tester sa tolérance à l'imprévu. Il râle parce que vous êtes perdu. Imaginez un tout petit peu sa réaction face aux vrais problèmes de la vie. Ensuite, on a la
Cuisine complexe. Sushi, ravioli, peu importe, vous me prenez un truc qui est super long à faire. Et là, on va voir s'il est un partenaire qui met les mains dans la farine ou juste un client qui attend gentiment qu'on le serve en buvant son petit bain. Ensuite, on peut avoir l'escalade ou l'acrobranche. Ça, c'est parfait pour tester sa gestion de la peur et voir s'il est bienveillant quand vous êtes en difficulté. Et encore, le plus classique, on va avoir les jeux de société. Là, on va pouvoir tester la cruauté. Un mauvais perdant ou un gagnant sadique, ça cache souvent un enfant tyrannique. Alors, peu importe l'activité, retenez une chose. On ne cherche pas un homme performant, on cherche plutôt un copilote. Et si jamais vous devez absolument aller au resto, il y a un test qui ne rate jamais. Observez comment il traite le personnel. Le serveur, le chauffeur Uber, la dame du vestiaire. Ces gens-là, ils sont là pour servir, mais ils n'ont aucun pouvoir sur lui. Ils ne peuvent rien lui apporter socialement. Un Jean-Kévin, il sera charmant avec vous parce qu'il veut nous séduire, mais il sera sec, exigeant ou invisible avec le serveur. Il dit pas merci, il le regarde pas dans les yeux et il s'impatiente si son plat arrive froid. Ça va être le signe ultime d'un manque d'empathie. Quelqu'un qui est gentil seulement avec les gens qui lui sont utiles, c'est pas un gentil, c'est un calculateur. Un homme bien va traiter le PDG et le stagiaire avec le même respect. Point barre. Tout simplement. Voilà mes petits cœurs. L'idée de ces tests, c'est pas de venir piéger l'autre, qu'on soit bien d'accord, mais c'est d'essayer de voir la réalité. La séduction en 2026, on est bien d'accord, c'est un sprint de 100 premiers mètres. C'est facile, on est frais, on est beau, mais la relation, je vous assure, c'est un marathon. C'est une randonnée en montagne, il va pleuvoir, on va avoir des ampoules, on va se perdre. On ne cherche pas un homme qui est beau sur la ligne de départ avec un joli bouquet de fleurs. Nous, on cherche un homme qui, au kilomètre 30, quand on sera fatigué, quand il pleuvra, il sera capable de vous dire « Tiens, prends ma veste, vas-y, on continue ensemble. » On cherche un copilote, pas un passager qui critique notre conduite comme un moniteur d'auto-école. Alors, sortez vos Jean-Kévin des bars lounge, mettez-les dans un canoë, demandez-leur de monter un meuble Ikea et regardez bien. Si le prince se transforme en crapaud dès qu'il y a un peu de vent, on le laisse sur la berge. Et attendez celui qui sait ramer avec vous. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. Une fois qu'on a trouvé quelqu'un, finalement c'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, ça va être de maintenir la relation. Allez, on se dit dans 2 semaines.